Au début des années 80, Jay Cox, qui est un ancien critique du Times, qui connaît Scorsese depuis les années 60 et qui a beaucoup sympathisé avec lui passe un livre qu'il vient de lire, qui s'appelle The Age of Innocence, le temps de l'innocence, de Edith Wharton, qui a été publié en 1920 et qui a valu d'ailleurs à l'autrice d'être la première femme à obtenir le prix Pulitzer, et qui évoque la vie des New-Yorkais et de la haute société dans les années 1870. C'est un livre qu'elle a écrit en connaissance de cause. Elle est elle-même née dans les années 60 et elle connaît parfaitement ce milieu qu'elle va donc décrire dans ce roman qui va avoir un certain retentissement. À cette époque-là, Scorsese n'est pas du tout dans cette atmosphère, dans cette ambiance. Il est dans une créativité assez euphorique. Il est pas mal sous l'emprise de la drogue, d'ailleurs. Et en 1980, il est en train de réaliser Raging Bull et il s'apprête à tourner d'autres films, et notamment les films suivants qui vont vraiment le faire connaître. Et il ne s'estime absolument pas dans l'humeur qui pourrait convenir à ce type d'ouvrage. Par contre, il va un petit peu se ranger dans la fin des années 80 et en 87, il va enfin lire le livre et considérer que c'est un sujet qui en réalité l'intéresse vraiment et il décide donc de s'atteler à son adaptation. Il va travailler avec Jay Cox lui-même et ils vont en 3 semaines écrire en 1989 une adaptation de ce roman et essayer de la mettre en production. Mais avant ça, il continue un rythme de tournage assez intense, puisque en 1990, il va tourner Les Affranchis, et en 91, Les Nerfs à vif, qui va être un très grand succès, et qui va lui permettre d'avoir un certain crédit auprès d'Hollywood, et que certains studios consentissent à débloquer un budget qui va être assez important, puisqu'il s'agira notamment d'un film avec une importante reconstitution historique. Donc au départ, c'est la Fox qui donne son accord, qui finit par se désister. La Columbia récupère le projet, et donc le projet va être mis en production pour l'année 92. Donc c'est un film sur lequel c'est un sujet que Scorsese n'a pas vraiment abordé jusqu'alors dans sa carrière, et il décide de ce fait de complètement changer de casting. C'est quelqu'un qui travaille avec des habitués. Robert De Niro a déjà travaillé un très grand nombre de fois avec lui, jusqu'à justement Les Affranchis et consécutivement Les Nerfs à vif. Et là, il veut vraiment avoir des gens avec lesquels il n'a jamais travaillé pour accentuer en fait la rupture par rapport à ses films précédents. Il pense immédiatement à la lecture du film et durant le travail d'adaptation à Daniel Day-Lewis, qui est un comédien qui voit parfaitement dans cette incarnation et qui va faire ce qu'il fait à chaque fois. Daniel Day-Lewis, c'est un acteur qui est très connu pour un travail intense, typiquement à l'américaine, d'immersion totale. Il va donc réserver un hôtel au Plaza sous le nom de Newland Archer et vivre pendant 2 semaines avec ses costumes, avec sa posture. Il va étudier vraiment jusque dans les moindres détails comment incarner ce personnage-là. Et durant le tournage aussi, il aura une relation particulière. Le personnage joué par Larry Lefferts, donc il ne communiquera jamais, il ne sympathisera jamais avec le comédien pour justement qu'il n'y ait aucune possibilité de complicité entre eux. Et durant les scènes avec Michel Pfeiffer, il fait toujours attention, il demande expressément à Scorsese de ne pas donner d'indication de jeu à Michel Pfeiffer en sa présence, pour que lui soit dans son personnage et qu'il ne connaisse pas les intentions secrètes, les non-dits, et qu'il soit vraiment dans une réception de ce qui se joue en direct dans la scène. Michel Pfeiffer, donc, qui va jouer le rôle d'Hélène, est à ce moment-là vraiment au sommet de sa carrière. Elle joue dans des films qui sont vraiment dans un spectre assez large, puisqu'elle a été dans le film de Stephen Frears, Les Liaisons dangereuses, donc déjà un film historique, mais aussi elle a eu un franc succès en tant que Catwoman dans la version de Batman de Tim Burton, le deuxième opus. Et elle avait fortement marqué Scorsese en 88 dans un film de Jonathan Demme qui s'appelle en français Veuve mais pas trop, où elle était une épouse dans le milieu de la mafia, et il l'avait vraiment considérée comme italo-américaine, ce qui pour Scorsese évidemment est un gage d'incarnation et de qualité. C'est un producteur qui suggère à Scorsese de caster Winona Ryder pour le rôle de May, qui va vraiment l'intéresser du fait justement de cette complémentarité, notamment physique, par rapport à Hélène.
Winona Ryder, qui avait été pressentie et qui devait, quelques années avant, peu de temps avant, jouer la fille de Michael Corleone dans Le Parrain 3, et qui se désiste au dernier moment parce elle fait vraiment un burn-out, et c'est la raison pour laquelle Coppola finira par caster sa propre fille. Mais elle devait déjà avoir un rôle important dans ce film d'auteur, donc là elle a une forme de revanche pour pouvoir tourner sous la direction de Scorsese. Pour les seconds rôles, et particulièrement les personnages qui sont plus âgés de l'ancienne génération, Scorsese, le cinéphile, se fait plaisir et il va aller chercher des personnages et des comédiens qui ont tourné dans les générations précédentes de cinéastes, comme tous ceux que Scorsese adule. On va donc trouver des comédiens de chez Hitchcock, de chez Walsh aussi, ou Pressburger, etc., et Powell. Et donc il y a toute une série de clins d'œil cinéphiles que Scorsese aime beaucoup développer, parce que c'est quelqu'un qui parle énormément, qui est une encyclopédie vivante et qui aime beaucoup analyser ses propres films, expliquer la manière dont il les a construits. Et il y a très souvent de très nombreuses références cinéphiles dans ses films. C'était pareil pour Les Nerfs à vif, par exemple, qui était un remake d'un film dans lequel il faisait jouer les premiers acteurs du film, et notamment Robert Mitchum, qui avait un petit rôle 30 ans après le film original. Pour le reste de l'équipe, Scorsese s'entoure en revanche là vraiment de fidèles. On est donc Elmer Bernstein qui s'occupe de la bande originale et qui va vraiment travailler ce qui se joue à l'époque donc des années 1870, va particulièrement être influencé par la musique de Brahms. Il a déjà travaillé avec lui pour Les Nerfs à vif, donc le film précédent. Et pour le directeur de la photographie, il s'agit de Michael Ballhaus, qui est un Allemand et qui déjà avait travaillé sur les films de Scorsese depuis 1986 et qui fera au total 7 films avec lui. Il en va de même pour Dante Ferretti, donc celui qui s'occupe de la direction artistique et notamment des décors. C'est un Italien que Scorsese est allé chercher parce qu'il a admiré son travail pour Pasolini, et il s'est fait notamment remarquer aussi quelques années auparavant pour les décors très impressionnants du film de Terry Gilliam, Les Aventures du baron Munchausen, qui avait vraiment marqué. Et là aussi, Dante Ferretti, c'est sa première collaboration avec Scorsese, mais ils auront l'occasion de travailler ensemble à 9 reprises, y compris pour l'un des grands projets en termes de reconstitution historique que sera Gangs of New York. Et évidemment, la collaboratrice la plus fidèle de Scorsese, c'est sa monteuse, Thelma Schoonmaker, qui travaille avec lui depuis 1980 et qui ne l'a jamais quitté depuis, et avec laquelle il a vraiment une immense complicité. Et c'est un travail vraiment, elle a un rôle déterminant dans la création de ses films. C'est un film d'ailleurs sur lequel il y aura 12 mois de montage, ça va être particulièrement long. Et pour situer aussi ce film dans l'histoire des techniques, parce qu'évidemment elles accompagnent beaucoup toute la très longue désormais carrière de Scorsese. C'est le dernier film qui est monté sur la machine qu'on appelle la Moviola, qui se fait sur pellicule. On est encore sur du montage, on a de la pellicule, on découpe et on colle des segments. Pour le film suivant, qui sera Casino, ce sera la première expérience de montage numérique, et ça va évidemment bouleverser un petit peu leur processus créatif. Ils pourront beaucoup plus expérimenter. Le tournage se fait après un très long travail préparatoire. Scorsese a engagé un historien qui, pendant pratiquement 3 ans, va vraiment accumuler une documentation exhaustive sur tout ce qu'on doit savoir sur cette période-là. On va avoir sur le plateau aussi un conseiller en étiquette qui explique exactement qui doit se placer où, dans comment on tient un verre de vin rouge, c'est pas la même chose qu'un verre de vin blanc, etc. Donc ils doivent respecter à tout prix tout ce protocole-là. Et Scorsese, qui a toujours ce goût d'une culture et d'un travail approfondi, va aller travailler aussi des éléments, pas seulement sur l'image ou les accessoires. Il s'intéresse aussi à la diction. Il va notamment écouter des enregistrements de Theodore Roosevelt, par exemple. Et pour voir la manière dont les gens portaient leurs costumes ou se déplaçaient, il va aller rechercher les plus anciens films qui existent, avant même le cinéma des Frères Lumière, et qui sont ce qu'on appelle des mutoscopes. Les mutoscopes, ce sont des appareils, comme les Nickelodeon, où vous pouvez mettre une pièce et voir un tout petit film. Le mutoscope fonctionne sur la technique des... vous savez, vous pouvez avoir des petits livres animés, et quand vous feuilletez les pages, vous avez la succession des images, qui a le même
principe les 24 images par seconde et qui vous permet de voir un film. Donc c'est une machine avec une série de feuilles comme ça et qui, par automatisme, vont défiler et nous permettent de voir un petit film. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que les photos sont imprimées sur papier et qu'elles sont donc beaucoup mieux conservées que sur le celluloïd qui, lui, se dégrade. Donc en fait, on a des films très anciens. Et là, Scorsese va aller à la bibliothèque du Congrès de Washington et voir justement la manière dont la haute société se déplaçait, portait ses habits, et il va en tirer de précieuses informations. Donc c'est un tournage qui est exigeant, mais sur lequel il arrive à tenir le budget. Il a un budget relativement confortable, une trentaine de millions de dollars, mais il n'est pas non plus totalement extensible. Et ils vont devoir ruser à certains moments, notamment lorsqu'on leur permet de tourner dans un véritable opéra, hein, donc c'est la scène d'ouverture. Le problème, c'est qu'ils n'ont que 300 figurants. Et donc, Dante Ferretti a l'idée de photographier des figurants en costume et de découper à taille réelle en fait, des silhouettes dans du carton qui sont placées sur les fauteuils. Et quand on le sait, on arrive à le voir, mais sinon, effectivement, à la faveur des mouvements de caméra et de la pénombre, ça fait parfaitement illusion. Donc au terme de ces fameux 12 mois de montage, le film sort en 1993. Il a un succès certain qui n'est pas non plus, qui n'a rien à voir avec le succès des Nerfs à vif. Il rentre à peine dans ses frais, mais le film est salué par la critique et il obtient notamment 5 nominations aux Oscars, dont le meilleur second rôle féminin pour Winona Ryder, les meilleurs, la musique, la direction artistique, et le scénario, et il en obtiendra un seul, ce sera celui des meilleurs costumes pour, là aussi, Pescucci, une italienne qui avait été chercher expressément Martin Scorsese, pour une collaboration finalement très européenne pour ce film américain. Donc le premier élément qu'on peut prendre en compte pour ce film, c'est le fait que ce soit un film historique. Scorsese, maintenant, dans cette carrière très avancée où il est actuellement, en a fait un certain nombre. À l'époque, pas autant que ça. Il en a fait un en 1973 qui s'appelait Bertha Boxcar, qui se passait durant la Grande Dépression. Mais c'était un film de commande dans lequel il ne s'était pas investi comme c'est le cas ici. Et c'est quelque chose qui l'intéresse et qui jure un petit peu par rapport au cinéma pour lequel on le connaît d'habitude. À la fin des années 80 et au début des années 90, il y a un regain du film historique qui fait que les grands studios sont peut-être un peu moins frileux pour financer ce genre qui était quand même tombé un petit peu en désuétude. Il y a un cinéaste qui s'appelle James Ivory qui est notamment marque à la fin des années 80. En 86, il va sortir Chambre avec vue avec Daniel Day-Lewis, ce qui a probablement aussi influencé l'imaginaire de Scorsese pour penser à lui dans le rôle de Newland. Et il va ensuite sortir consécutivement Retour à Howard en 91 et en 93, donc la même année que Le Temps de l'Innocence, un très beau film qui est Les Vestiges du Jour, que j'espère vous passer un jour ici, et qui confirme un petit peu cette tendance du film historique. Scorsese, lui, trouve aussi intéressant l'idée de filmer cette ville qu'il connaît si bien, New York, et qu'il a déjà filmé à plusieurs reprises, cette fois dans un passé assez ancien. Vous avez notamment ce fameux plan où on voit cet hôtel particulier au milieu d'un terrain vague et qui montre vraiment une ville en train de sortir de terre, à proprement parler. Et c'est quelque chose qui le fascine que d'aller voir justement le passé de cette ville. Et on peut évidemment considérer que Le Temps de l'Innocence est un peu le pendant bourgeois d'un autre grand film dont il pense depuis très longtemps et qui est le futur Gangs of New York, qui sera vraiment là aussi dans la fin du 19e siècle, mais qui sera du côté de la rue et de la violence dans laquelle est née aussi cette civilisation. Et très clairement, donc lui, au moment où il fait Le Temps de l'Innocence, il a déjà ce projet d'adapter Gangs of New York. Il devra attendre encore 10 ans puisqu'il ne sortira qu'en 2003. Intéressant aussi de mentionner que Daniel Day-Lewis joue aussi dans Gangs of New York, et si vous voulez voir le spectre de jeu de Daniel Day-Lewis, comparez sa partition ici, un homme extrêmement engoncé dans tous les codes d'une société, et Gangs of New York où il joue un chef de gang bouché d'une cruauté et d'une volubilité sans pareil. Donc il a vraiment ici une palette extrêmement large, si vous voulez. Et on va retrouver dans la manière de filmer cette société, en revanche, une esthétique qui est vraiment propre à Scorsese. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que dans Scorsese, quand il présente un milieu,
il essaye d'en trouver le tempo, d'en trouver la pulsation. On a eu l'occasion de projeter les années précédentes, ici même, Les Affranchis au Casino, et on avait vraiment vu la manière dont justement le travail du montage et les mouvements de caméra cherchaient à comprendre la manière dont le milieu fonctionnait. Dans Les Affranchis, on avait un cinéma clairement sous cocaïne, avec des mouvements extrêmement brusques et toute cette espèce d'euphorie. Eh bien, on va retrouver dans la mise en scène ici la même idée, sauf que bien entendu, on n'est pas du tout dans le même milieu. Mais on va être sur un mouvement qui est celui de la valse, un mouvement qui est celui de la solennité, et on va avoir un travail sur les sommaires qui est vraiment une marque de fabrique de Scorsese. Scorsese, lorsqu'il fait état de ces univers qu'il vous dépeint, il travaille toujours cette idée du sommaire, avec des fondus enchaînés qui sont très nombreux et qui vous donnent plusieurs fragments d'un rituel, de la manière dont un monde fonctionne, ce qui donne une véritable ampleur à ces films et vous permet de comprendre les rouages autant du monde de la mafia que ici de la haute société des années 1870. Et c'est un travail qu'on va retrouver vraiment dans le rythme même du montage. Bien entendu, quand le film sort, les spectateurs et même la critique est assez troublée. On se demande si ça y est, Scorsese est devenu académique, il a passé les années un peu de provoque ou de violence, d'autant que Les Nerfs à vif est un film particulièrement violent, explicite et même vulgaire, on peut dire. Ici, il y a vraiment un grand écart qui est fait et qui va poser un certain nombre de questions par rapport à ce qu'il a envie de faire. On a tendance à considérer que Scorsese est un cinéaste rock'n'roll. C'est un cinéaste rock'n'roll. Il est d'ailleurs très adepte du rock. Il a filmé beaucoup de concerts des Stones, etc. Il arrive avec cette fameuse nouvelle génération du nouvel Hollywood et on le voit comme celui qui vient faire bouger les lignes. Mais en réalité, comme j'ai déjà indiqué, c'est quelqu'un qui est un immense cinéphile, qui a une gigantesque culture et qui aime justement à citer des grands films, y compris des films qu'on peut considérer comme académiques. Donc cet exercice de style de l'académisme, lui plaît beaucoup. Et il a des références justement dans la manière de filmer le film historique, qui sont des références très cinéphiles. Il parle notamment beaucoup du deuxième film d'Orson Welles, qui est La splendeur des Amberson, qui sort en 1942 et qui va vraiment reconstituer aussi le face d'un monde en train de péricliter. L'autre grande référence absolument incontournable, c'est bien entendu le film de Visconti, Le Guépard, qui sort en 1963 et qui pour lui est le modèle absolument indépassable. Il fait projeter ce film à toute l'équipe avant le tournage en leur disant voilà, si on atteint 30% de ce chef-d'œuvre-là, je m'estimerais absolument comblé. Et il y a une autre référence, une autre influence qui va rentrer en ligne de compte dans son film, c'est Barry Lyndon, qu'on a passé ici récemment, et dans lequel vous avez évidemment ce recours à la voix off. Une voix off très littéraire, et qui maintient vraiment toujours ce lien avec l'œuvre littéraire qui est adaptée, et qui va prolonger une richesse de la langue, un raffinement, et aussi, bien entendu, toute une coloration ironique et sarcastique. Qui est très présente dans le film de Kubrick, bien entendu. Donc ces éléments vont lui permettre justement de travailler tout un jeu de références pour pouvoir vous donner ce travail de la reconstitution. Il n'empêche que dans cette reconstitution, ce qu'il vous montre, c'est un monde qui est assez proche des mondes qu'il a évoqués ou explorés jusqu'alors. Si on regarde la famille telle qu'elle est présentée dans Le Temps de l'Innocence, c'est une famille qui, par bien des points, peut être comparée aux familles mafieuses qu'il a évoquées dans Les Affranchis, Casino ou plus tard The Irishman. Il y a exactement la même idée d'un groupe qui obéit à une tradition séculaire, extrêmement codifiée, et dont on ne peut pas sortir, ou alors les pieds devant, moralement ou réellement physiquement, si vous voulez, et qui doit impérativement maintenir une hiérarchie extrêmement structurée. Donc tous ces éléments-là, vous pouvez les voir à la fois dans la mafia ou dans l'aristocratie de 1870.
D'ailleurs, le personnage de Mrs. Mingot, qui est toujours affalée sur un endroit et puis les gens viennent à elle, c'est vraiment une figure du parrain, très clairement. La référence est assez nette. Elle a ce rôle-là, on la compare à une impératrice et on vient lui demander vraiment son accord pour pouvoir agir. Donc il y a quelque chose qui ici est assez intéressant en comparaison avec justement l'univers de la mafia que connaît et qu'a si bien décrit Scorsese dans ses autres films. C'est aussi un monde dans lequel justement la violence est feutrée et un monde qui est sous surveillance permanente. Toutes ces images des jumelles que vous avez au début dans l'opéra vous montrent un univers dans lequel tout le monde marche sur des œufs, tout le monde est observé absolument par tout le monde et se sent d'une certaine façon en danger par rapport au code et par rapport aux lois tacites qui règlent l'univers. Dans les films de mafia, ils sont généralement observés à la jumelle par les agents du FBI, et ici on remarquera qu'ils s'observent eux-mêmes et que le monde est clos sur lui-même et veille à ce qu'on puisse pérenniser un ordre qui a été accepté et qui en réalité est subi par tous. Donc on a encore ce parallèle qui peut être intéressant. Au moment de la sortie du film, Scorsese dit que c'est le film le plus violent qu'il ait jamais fait. Ce qui peut paraître très provocateur quand on sait à quel point peuvent être violents ces films, mais il explique que le moralisme peut aussi tuer et que pour lui ce film est d'une immense cruauté. Et c'est vrai que là aussi il va y avoir pour lui une sorte de défi de faire un film violent mais qui passe par une véritable économie de ton et qui ne soit pas évidemment un film qui convoque la même violence que celle qu'on a l'habitude de voir dans son cinéma. Tout va donc passer par une série de symboles. On le voit dès le générique. Ce très beau générique qui est fait par Hélène et Saul Bass. Saul Bass, donc c'est un très, très grand graphiste qui a notamment travaillé pour Hitchcock. On lui doit les célèbres génériques de Fenêtre sur cour ou La mort aux trousses ou Psychose, par exemple. Et on a ici donc une série de fleurs qui s'épanouissent et qui le font à chaque fois avec un filigrane en dentelle. Ce qui fait qu'on fait cohabiter deux types de beauté, une beauté naturelle et une beauté artificielle, qui rajoutent un ornement, mais qui en même temps l'asphyxie totalement. Et à travers ce motif-là, on a clairement la symbolique de ce qui va se passer, à savoir que tout doit être contenu, tout doit être asphyxié, tout doit être raffiné au point de ne pas s'épanouir de manière trop brusque. Et ces éléments-là, eh bien, on va les retrouver dans tout le protocole qui va régir ce monde. Un monde dans lequel les objets ont vraiment pris une place absolument considérable et semblent réduire les personnages au rang finalement quasiment d'accessoires, avec une espèce de saturation d'image de tous ces bouquets, de tous ces couverts, de tous ces tableaux, qui à chaque fois aussi donnent des indices aussi sur une espèce de violence sous-jacente qui apparaît. À quelques moments, la caméra s'égare sur des tableaux. Vous avez un tableau où vous voyez par exemple un lendemain de bal masqué avec un homme mort. Tableau intéressant puisqu'il est chez nous à Chantilly, l'original en fait, il est au musée Condé. Évidemment, il a fait faire un très grand nombre de reproductions de tableaux. Ils se sont fait plaisir en imaginant un musée absolument international qui se retrouverait dans tous ces salons-là. Et un autre où vous voyez une scène de scalp, par exemple, dans le Nouveau Monde. Donc des éléments comme ça qui viennent en contrepoint de justement tout ce raffinement extrêmement policé. De la même manière, vous avez une série de symboles qui reviennent de manière récurrente, la manière dont on cisaille les cigares, la manière dont la cendre s'éboule dans le foyer de la cheminée et qui à chaque fois évidemment prennent en charge, si vous voulez, tout ce qui se joue et qui ne doit pas être formulé explicitement. Donc cette manière de filmer, elle va aussi expliciter une violence présente en continu et aussi la manière dont les individus n'ont pas le droit d'exister. Il y a un parallèle qui est intéressant à faire dans l'usage du plan séquence. Je vous avais parlé il y a quelques années, quand on avait projeté Les Affranchis, de ce fameux plan séquence durant lequel le personnage principal rentre par les coulisses dans un restaurant et il emmène sa conquête qui deviendra son épouse pour lui montrer à quel point il possède ce monde. Il rentre par les coulisses, il donne des pourboires à absolument tout le monde et il arrive dans la salle principale. Donc c'est un mouvement extraordinaire qui nous permet à nous de suivre et de s'immerger dans ce monde du crime. On a un plan séquence similaire ici quand il rentre dans la salle de bal et qui passe par les autres pièces. La nuance qui est très intéressante, c'est qu'on a le sentiment d'être dans un point de vue interne. La caméra suit littéralement un Archer
Et pourtant, à un certain nombre de moments, la caméra fait des détours, va s'attarder sur des objets, va s'attarder sur d'autres personnes ou sur des tableaux, et se désolidarise du personnage. Parce que ce personnage ne possède pas ces lieux. Ces lieux le possèdent et il est un accessoire parmi les autres, si vous voulez. Et cette façon de se désolidariser du point de vue interne, c'est quelque chose qu'on avait vu l'année dernière dans un plan séquence très célèbre, dans l'Aurore de Murnau, où vous avez le mari qui va dans les marais retrouver sa maîtresse et qui est dépossédé lui-même parce que justement il est sous emprise, et vous aviez cette caméra qui avançait comme si elle n'était pas lui-même, et puis qui faisait un détour et montrait qu'elle le quittait aussi. Donc il y a quelque chose qui est évidemment conscient dans les références chez Scorsese par rapport à ça. Donc cette violence feutrée, elle se passe vraiment dans le décorum et elle est présente de manière absolument constante. Il y a un autre élément par rapport à ça qui est intéressant et qui est à prendre en compte, c'est le fait que c'est un monde régi par des femmes. Et ça aussi, dans la carrière de Scorsese, c'est intéressant parce qu'on ne peut pas dire que ces films soient particulièrement féminins, et encore moins féministes. Et dans Le Temps de l'innocence, vous avez un travail où tous les personnages qui sont des personnages du décideur sont en réalité des femmes. Camille Mingot, on en a déjà parlé, le parrain, mais vous avez aussi la mère d'Archer, vous avez évidemment Hélène, et vous avez May. Et ces 4 personnages vont réellement déterminer tout ce qui va se passer. Et c'est aussi, évidemment, en tant que présence féminine, le rôle de la voix off, qui est une voix off féminine. Pour Scorsese, c'était une évidence, évidemment, c'est un roman écrit par une femme, mais il paraissait pour lui absolument inenvisageable de faire dire à un homme toute cette langue, tout ce raffinement, toute cette perspicacité aussi dans l'analyse psychologique et dans l'ironie. Il fallait que ce soit une voix de femme. Il faudra noter d'ailleurs une chose concernant les femmes qui est assez révélatrice, c'est que dans le roman, la blonde et la brune sont inversées. C'est-à-dire que son épouse May est blonde et que Hélène est brune. Et pour l'italo-américain qui est Scorsese, l'épouse et la mère ne pouvaient pas être blondes. On a vraiment ici une représentation qui pour lui est totalement évidente. Et alors que justement, l'érotisme et la différence de la blonde est évidemment du côté de la maîtresse potentielle, si vous voulez. Donc les femmes sont omniprésentes. Et on le voit aussi dans les tableaux, très souvent, vous avez des grands portraits de femmes qui sont extrêmement imposants et qui vous montrent une société dans laquelle les femmes sont plus subtiles, plus retorses, plus discrètes, mais extrêmement efficaces. Et tout ça, évidemment, on va le retrouver à travers le personnage de May. May qui, pendant très longtemps, semble être effectivement un petit peu inconsciente, ne pas vraiment comprendre ce qui se passe, être la jolie jeune fille, encore quasiment adolescente, très souriante, et qui, en réalité, c'est l'une des premières phrases qu'elle dit dans le film, pourquoi changer quelque chose qui a déjà été arrangé, quand lui veut un peu avancer le moment où ils vont annoncer leur fiançailles. Donc elle est l'ordre établi, elle œuvre dans l'ombre, et elle fait en sorte que rien ne sorte du rang. Il ne s'agit pas pour autant de faire d'elle un personnage machiavélique, etc. Scorsese l'a décrit comme étant le pur produit de son milieu, et elle sait exactement comment appliquer ce protocole-là. Mais elle le fait effectivement avec une espèce de sourire et dans des situations qui sont finalement assez incongrues, où on voit un personnage, là aussi, qui va progressivement réaliser des choses, en prendre conscience. Quand il dit à la fin qu'il était dans un camp fortifié, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé depuis le début, et lui n'en a pas vraiment pris conscience. Et la manière dont sa femme parvient, durant les fiançailles, elle veut que les choses soient claires, donc très clairement elle lui indique qu'elle est lucide, mais à partir du moment où ils sont mariés, il n'a plus le droit de parler. Ce n'est plus lui qui décide de ce qui se passe, mais surtout s'il veut dire des choses, elle va trouver systématiquement des choses à lui dire. Au moment où il veut lui parler, elle lui dit « Ah ben elle s'en va », et la deuxième fois « Ah ben je suis enceinte » et c'est terminé. On remarquera qu'elle est en position apparemment de domination, enfin de dominer. Elle est à genoux, elle est sur ses genoux et elle a l'air d'être extrêmement émue, mais c'est évidemment lui qui est complètement piégé par la situation et qui est enfermé. Dernier point concernant May, cette fameuse scène où elle tire à l'arc, qui est particulièrement intéressante, où on voit l'acuité de son regard, évidemment la manière dont elle atteint sa cible, et
une fois qu'elle a gagné, le grand sourire qui semble aussi être complètement « Oh, je suis étonné d'avoir gagné ». Et c'est littérairement assez intéressant aussi de remarquer qu'elle est littéralement une archère, ce qui se dit, on dit le même mot en anglais, Archer, c'est-à-dire qu'elle est, elle est celle qui porte réellement le nom. Hein. Newland Archer n'est plus qu'un faire-valoir, et elle est Madame Archer, mais elle est aussi, de par cette fonction, hein, celle qui tire à l'arc et qui clairement a pris toute la place et est vraiment l'éminence grise de ce couple. C'est vraiment elle qui a pris entièrement le rôle des décisions. On peut évidemment se demander, avec toute cette société tellement étouffante, comment une histoire d'amour peut arriver à éclore. On avait quand même ces images dans le générique. Et Scorsese a toujours voulu faire une histoire d'amour. Il a toujours voulu la filmer. Dans un certain nombre de ses films, d'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est un sujet qu'il a envie d'aborder, mais qui, même à l'écriture, à chaque fois va être dépassé par un motif qui est récurrent dans ses films, et qui est le motif d'un personnage qui va être entre souffrance et rédemption. On peut, de ce fait-là, voir qu'il y a des histoires d'amour dans Raging Bull, il y en a aussi dans Taxi Driver, par exemple, mais elles sont secondaires et elles sont en demi-teinte par rapport à réellement le parcours sacrificiel du personnage principal. Il a abordé ça aussi dans New York, New York, un amour particulièrement destructeur et toxique, mais ici, c'est la romance et c'est le film même romantique qui l'intéresse. Donc, qu'est-ce qui fait que ce couple existe? Qu'est-ce qui fait que les sentiments puissent éclore entre les personnages? Eh bien, très clairement, les deux personnages vont se retrouver sur un point commun qui est une forme de sédition, d'une certaine manière. Ce que Archer, ce que Newland va aimer chez Hélène, et il le dit à la fin, elle était différente, c'est-à-dire qu'elle est celle qui justement vient d'un autre monde et s'est permis des choses et a vécu avec une forme de liberté. C'est quelque chose auquel il aspire, hein, raison pour laquelle il aimerait aller ailleurs dans un monde où ils pourraient vivre tous les deux. Et elle, ce qui le séduit chez lui, c'est justement sa sensibilité et le fait qu'il ait envie de pouvoir rendre possible la tolérance à l'égard de la vie qu'elle a eue. Donc ils se rejoignent à chaque fois dans un pas de côté par rapport à tout le protocole qui serait incarné par May d'une certaine façon, de la loi qu'on ne peut pas évidemment contourner. Et ces personnages-là vont créer un monde qui leur appartient au sein de ce monde extrêmement protocolaire. Hein, on va voir la manière dont ils vont se réapproprier progressivement des éléments qui sont dans ce monde-là, notamment les objets. Hein, on le voit assez régulièrement avec Newland qui va justement faire de ces objets des espèces de condensés de sentiments, des objets transitionnels. Vous allez avoir d'ailleurs l'erreur même sur l'ombrelle, le parasol, mais il y aura aussi la chaussure, il y aura aussi évidemment la clé et les lettres. Tous ces éléments qui vont être des concentrés de sentiments et qui vont symboliser beaucoup de choses. On va aussi avoir une autre lecture des tableaux. Hein. Les tableaux chez Hélène sont des tableaux d'une grande modernité. On sent très bien cette influence européenne, on sent un monde qui est en train de changer et qu'elle insuffle d'une certaine manière en Amérique. Et il y a notamment cette scène de conflit entre eux où vous avez ce tableau de la femme le léopard à tête de femme, tableau qui est d'ailleurs complètement anachronique, hein, il a été peint 20 ans, voire davantage après cette période-là, mais on voit vraiment ici la manière dont peut se créer un univers qui va refléter des émotions plus grandes. Et à travers ça, on va avoir aussi une temporalité qui va être différente. C'est-à-dire que la musique extrêmement lyrique et la musique solennelle qui fait partie de ce monde, souvent s'arrête quand eux deux parlent, parce qu'on va être dans un autre tempo. Hein, on n'est plus du tout dans le tempo qui est celui des sommaires ou des fondus enchaînés, mais au contraire, plutôt un temps réel, un moment du présent où les personnages vont se dire des choses qui font avancer leur relation, contrairement au monde qui, lui, est en constante répétition, si vous voulez. Et c'est là que Scorsese va essayer de mettre en place, de faire cohabiter deux esthétiques a priori radicalement antithétiques, qui sont celles justement de la reconstitution extrêmement académique du film historique et le lyrisme le plus volubile du monde des amants. Et il va vous construire une image dans laquelle vous allez avoir systématiquement deux personnages qui sont la plupart du temps en public,
ou alors dans des endroits qui sont poreux où à tout moment quelqu'un peut débarquer. Ça arrive très souvent que la scène soit interrompue parce qu'on ramène une lettre, parce qu'un personnage arrive, etc. Donc ce sont des personnages qui n'ont jamais véritablement le droit à l'intimité. Et on va creuser l'image où on va lui superposer les éléments qui sont ceux du lyrisme. On va le voir à travers les travelling circulaires, par exemple, un jeu aussi sur des éléments assez audacieux d'un point de vue esthétique, qui sont les fondus à la couleur. Hein, vous avez un fondu au rouge, un fondu au jaune, un autre au blanc, hein, qui sont des éléments qui viennent sonder un petit peu l'état émotionnel de ces personnages-là et qui vont s'opposer à, lorsqu'on filme mai, on va être sur des travelling beaucoup plus rectilignes, des bois blancs, des robes blanches, etc. Alors qu'Hélène, elle est dans des robes extrêmement rouges, extrêmement vives, qui vont évidemment dénoter tout son caractère passionnel, si vous voulez. Et progressivement, Scorsese va convoquer vraiment l'esthétique du film muet. Vous avez les ouvertures à l'iris, par exemple, et vous avez ces moments assez intéressants et très naïfs, et volontairement, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que la scène à l'opéra, notamment, où Newland vient la voir, vous avez vraiment un assombrissement progressif de l'image autour d'eux qui montre qu'ils sont dans une bulle, on n'entend plus les sons, et ils ont le sentiment d'être seuls au monde. Et ce qui est très intéressant dans cette esthétique-là, c'est qu'elle est naïve, mais qu'elle est lucidement naïve de la part de Scorsese, qui montre justement cette illusion qu'ils ont de croire que personne ne les voit et qu'ils sont réellement seuls au monde. Jusqu'à la prise de conscience où, en réalité, Newland se rend compte que depuis le départ, tout le monde était au courant et tout le monde œuvre pour que ça ne puisse pas durer et qu'il n'y ait pas de scandale. Le dernier élément de ce point de vue-là, ça va être la manière dont ils vont carrément se créer des films. Hein, c'est la fameuse scène d'hallucination où Newland imagine Hélène venir l'enlacer par derrière, alors qu'en réalité, elle est restée à sa place. Et donc, on a vraiment ce cheminement progressif où ils vont aller de plus en plus loin dans une forme, si vous voulez, de fiction. Donc, au terme du film, vous avez donc ce personnage qui est un personnage dont on n'a finalement pas beaucoup parlé, qui est le personnage de Newland, qui est un personnage qui a beaucoup frustré au moment aussi de la sortie du film, par rapport aux attentes que pouvait avoir la critique ou le public des films de Scorsese, parce que c'est un personnage qui est passif, c'est un personnage qui ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive, ou qui en prend conscience trop tard, et qui pense à un moment décidé, qui d'ailleurs au début du film a un peu plus d'insolence dans les repas de famille, en disant un petit peu ce qu'il pense, et puis qui finit par quasiment se taire et laisser les choses se passer malgré lui. Et c'est un personnage qui finit par ne rien laisser advenir. Michael Ballhaus, le chef opérateur, était presque en conflit avec Scorsese au moment où il filme la fin, quand il arrive à Paris, parce qu'il demandait à Scorsese, mais pourquoi il ne monte pas dans cet appartement parisien? Et Scorsese lui dit, mais c'est impossible. Et elle lui dit, d'ailleurs, Hélène, bien avant, elle lui dit que la raison précise pour laquelle elle l'aime est parce qu'il a justement cette droiture. Et parce qu'ils ne peuvent pas être autrement que ce qu'ils sont, mais si elle devenait une simple maîtresse, eh bien, ils ne seraient plus les gens qui se sont connus et qui se sont aimés. De ce point de vue-là, on est vraiment dans une conception très classique de l'amour. On a une espèce de réécriture, si vous voulez, de la princesse de Clèves, cette fameuse femme qui a un coup de foudre monumental pour un autre homme que son mari, qui évidemment ne cédera jamais, et même après la mort de son mari, restera fidèle au souvenir de l'homme qui est mort de chagrin à cause de ses sentiments coupables, etc., etc. Il y a un peu cette idée-là ici. Mais il convient aussi de se poser la question de ce que gagne Newland à s'être sacrifié. Et la courte mais intéressante relation qu'il a à son fils à la fin du film est vraiment pour ça très parlante. Il y a ce moment de complicité et le fait que le fils a une grande empathie aussi pour son père et lui explique qu'il est conscient de ce qu'il a pu faire, même si la réponse est assez intéressante de Newland. Il dit « she never asked », elle n'a pas demandé. Il n'y avait pas besoin, et ça c'est justement la force de ce monde que de ne rien avoir à dire, les choses se font d'elles-mêmes et on ne peut pas faire autre chose qu'appliquer les règles. Mais cette relation qu'il a au fils, elle est la récompense de sa loyauté. Et elle a beaucoup d'importance pour Scorsese. Scorsese, durant le tournage
du temps de l'innocence, est en train de perdre son père. Son père est gravement malade et il mourra une semaine avant la sortie officielle du film. Il verra une copie non définitive et c'est quelque chose qui va beaucoup affecter Scorsese, qui se souvient du dévouement de son père. Le film, vous l'avez vu à la fin, est dédié à la mémoire de son père. Et il y a quelque chose aussi là-dedans qui justement interroge Scorsese sur justement la passion amoureuse et la loyauté du père de famille et cette chose qu'il a réussi à construire sur ce long sommaire de plusieurs décennies qui va finir par clore le film juste avant l'épilogue. Donc c'est un élément qui pour lui va avoir beaucoup d'importance. Et justement ce bond temporel me conduit vers la dernière thématique qui est intéressante et qui consiste à réinterroger le titre, le temps de l'innocence, qui est un titre un peu étonnant par rapport à ce qu'on nous montre. Le temps de l'innocence, en réalité, renvoie probablement à la première rencontre entre Hélène et Archer, où elle lui rappelle les souvenirs d'enfance. Ce moment où il avait essayé de l'embrasser, etc. Un moment où justement on ne se posait pas de questions et on était dans la spontanéité la plus totale. Donc il y a cet idéal d'un temps où on était innocent, sachant que s'ils veulent rester justement fidèles l'un à l'autre et s'ils veulent rester fidèles à leurs principes, ils ne peuvent pas être amants. Parce que être amant, c'est être coupable et c'est s'opposer à cet idéal justement de l'innocence. Et le rapport au temps dans le film est toujours un rapport complexe. C'est-à-dire que vous avez le désir de revenir à un ailleurs, à un autrefois, celui des amants, celui de l'innocence, mais cette société qui est aussi complètement arc-boutée sur une figure du passé et qui a cette idée de vouloir répéter inlassablement quelque chose comme si le monde n'allait pas avancer. On le dit clairement, avant la mort de May, on a fait en sorte de lui faire croire que le monde continuait tel qu'elle l'imaginait, alors qu'en réalité, cette société est arrivée à son terme. Et ça, c'est aussi un thème en filigrane sur la fin d'une époque, très clairement, que ne veulent pas voir ceux qui s'arc-boutent dans les traditions. Et donc, ce rapport au temps devient un rapport au temps purement fantasmatique, dans lequel on est dans cette illusion. La société se croit justement exemplaire et particulièrement respectueuse de la morale. Il n'en est rien, on ne cesse de le voir dans tous ces rumeurs, ces médisances, etc. Le couple se considère comme hors norme et particulièrement invisible aux yeux des autres. Là aussi, il n'en est rien. Et donc, on va travailler cette question du fantasme et d'un rapport à un autre temps. Et ce fantasme-là, on le retrouve dans la personne d'Archer, dans cette fameuse scène où il attend que Hélène se retourne. Une scène où il est vraiment un adolescent, il n'y a rien d'autre à dire, c'est un pur jeu. D'ailleurs, elle lui dit après, oui, mais je savais que tu étais là, je ne suis pas retourné. On a vraiment quelque chose d'extrêmement enfantin, si vous voulez. Et que veut-il à ce moment-là ? Très clairement, elle est dans un tableau purement romantique et qu'elle se retourne, qu'elle s'extrait de l'image pour justement qu'il puisse faire ce fameux pas de côté. Raison pour laquelle il cherche un autre espace, pour laquelle il fantasme sur le Japon, sur cet ailleurs, mais cet ailleurs aussi temporel. Et la raison pour laquelle il ne monte pas à la fin est aussi justement cette idée de se satisfaire de son fantasme. Dans le dernier moment, quand il est en bas et que le reflet de la vitre vient l'éblouir, on a vraiment ce symbole de cet embrasement qui a été très fugace et qui a été justement ce moment passionnel dans sa vie. Et il veut se satisfaire de ça et s'arrêter en réalité à cela. Il ne peut pas imaginer une réactualisation de cela. Raison pour laquelle, à cet éblouissement, succède la concrétisation du fantasme et quasiment le révisionnisme, puisque là, elle se retourne. Dans le souvenir de quand elle était devant la mer, là, elle se retourne et on voit un personnage qui, et c'est dit explicitement par la voix off, qui dans tous les moments s'était satisfait de cette espèce de bulle, de cette espèce de parenthèse enchantée dans laquelle rien ne s'est passé, mais tout a permis de combler, si vous voulez, toutes les frustrations que ce monde-là lui avait données. Et donc cette manière de se réfugier dans le fantasme achève de montrer justement tous les différents regards que Scorsese a donnés sur ce monde-là. Scorsese qui a été l'archiviste d'un monde passé,
je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Scorsese, c'est lui qui fait la photographie du mariage, de la robe de mariée. Donc, ce caméo montre clairement sa place justement d'historien, celui qui vient graver, si vous voulez, cette période-là. Et autre façon de la graver, c'est évidemment les mains de Meg qui sont gravées dans le marbre et qui clairement sont les mains qui l'ont emprisonné et qui ont figé complètement la vie de cet homme. Mais c'est aussi celui qui va être capable justement de regarder au-delà des apparences par le biais de la narratrice et par justement tous ces mouvements de caméra qui permettent de serpenter dans un monde extrêmement retors et labyrinthique. Et enfin, c'est celui qui, en convoquant toutes les images d'un cinéma plus ancien jusqu'au cinéma muet, va être capable d'aller sonder aussi la vibration de ces cœurs meurtris. Merci de votre attention.